Ma mère a ri et a dit, « Tu ne fais pas partie de cette famille. » J'ai levé mon verre et j'ai dit, « Parfait. Alors ne me demandez plus d'argent. » Son visage s'est décomposé. Papa avait l'air stupéfait. La pièce est tombée dans un silence de mort. Linda, 28 ans. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce soir-là, j'aimerais savoir d'où vous regardez. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous voulez entendre comment une seule phrase a tout changé entre ma mère et moi pour toujours. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette table où mon monde a basculé. Grandir en tant qu'enfant du milieu, entre deux frères, n'a pas été facile. Tom avait 3 ans de plus, le garçon d'or qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de maman. Gary avait 2 ans de moins, le bébé qui s'en sortait avec tout. J'étais juste Linda, coincée entre les deux, essayant constamment de prouver que je méritais la même attention et le même amour qu'il semblait recevoir sans effort. De l'école primaire au lycée, je me suis consacré aux études pendant que Tom jouait au football et que Gary charmait tout le monde avec son humour. J'étudiais, j'ai fait partie du tableau d'honneur chaque semestre, participé au club de débat, fait du bénévolat à la bibliothèque locale. Je pensais qu'en travaillant plus dur, en accomplissant davantage, maman finirait par me voir comme elle voyait mes frères. Les difficultés financières ont commencé quand j'avais 15 ans. L'entreprise de construction de papa a traversé une mauvaise période pendant la récession. J'ai regardé mes parents murmurer anxieusement au-dessus des factures à la table de la cuisine. J'ai vu le visage de maman quand elle a dû nous dire qu'il n'y aurait pas d'argent pour de nouveaux vêtements d'école cette année-là. Tom était déjà à l'université avec une bourse partielle de football, mais même cela ne couvrait pas tout. C'est là que j'ai décidé de mon avenir. J'allais étudier la finance, gagner bien ma vie et faire en sorte que ma famille ne lutte plus jamais. J'ai passé mes 2 dernières années de lycée à travailler à temps partiel dans un restaurant local, économisant chaque centime pour l'université tout en maintenant ma moyenne générale de 4,0. La bourse complète pour l'université d'État a été une vindication. Enfin, j'avais fait quelque chose qui avait rendu papa fier, et maman avait admis à contre-cœur que j'étais intelligente. Mais même alors, j'ai remarqué qu'elle ajoutait toujours des qualificatifs. Linda est intelligente, mais elle n'a pas les compétences de leadership de Tom. Elle est concentrée, mais pas aussi douée naturellement que Gary. L'université a été le lieu où j'ai vraiment trouvé ma voie. La finance me venait naturellement. Les chiffres avaient du sens d'une manière que les relations humaines n'avaient jamais eu. Dès ma 3e année, je donnais des cours particuliers à d'autres étudiants et j'avais décroché un stage dans un cabinet d'investissement local. C'est aussi là que le premier appel est arrivé. Linda, ma chérie, le camion de ton père est tombé en panne et nous n'avons pas les moyens de le réparer. Je sais que tu n'es qu'une étudiante, mais je n'ai pas hésité. J'ai envoyé 500 € de mes gains de cours particuliers, de l'argent que j'avais économisé pour mes manuels scolaires. Quand maman a appelé à nouveau 2 mois plus tard à propos d'une facture médicale imprévue, j'ai envoyé 300 € de plus. Puis ce fut le paiement de l'hypothèque qu'il n'avait pas. Ensuite, l'assurance voiture de Gary. Au cours de ma dernière année, j'envoyais près de la moitié de mon salaire de stage à la maison. Mes colocataires sortaient le week-end pendant que je travaillais des heures supplémentaires pour couvrir à la fois les besoins de ma famille et mes propres dépenses. Je me disais que c'était temporaire, qu'une fois diplômé et avec un vrai emploi, tout s'équilibrerait. Mais cela n'est jamais arrivé. Après mon diplôme, j'ai décroché un poste d'analyste financière avec un salaire de départ solide. Au lieu de me sentir soulagé, les demandes financières ont augmenté. Maintenant que j'avais un vrai emploi, les attentes de ma famille ont grandi. Papa avait besoin d'un nouveau camion pour le travail. La maison avait besoin d'un nouveau toit. Gary voulait aller au lycée technique local, mais il n'était pas éligible à l'aide financière. J'ai dit oui à tout. Chaque demande était présentée comme temporaire, une urgence, une faveur unique. Je vivais dans un petit studio tout en envoyant de l'argent pour les réparations de la maison. Je conduisais une Renault Clio de 10 ans tout en faisant les paiements du camion de papa. J'achetais des épiceries discount tout en finançant des dîners de famille dans de bons restaurants lorsque je venais leur rendre visite. Le schéma était si graduel que je l'avais à peine remarqué. Je suis devenu le distributeur de billets de la famille, la personne fiable, la fille responsable qui avait tout sous contrôle. Ce que je n'avais pas, c'était une vie à moi. Mais je me disais que le sacrifice était ce à quoi ressemblait l'amour. Il y a 6 mois, tout a changé quand papa a eu des douleurs à la poitrine au travail.
Le trajet en ambulance, la visite aux urgences et l'examen cardiaque ont révélé plusieurs artères bloquées nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Les factures médicales étaient exorbitantes, même avec l'assurance. Sans hésitation, j'ai vidé mon compte d'épargne et contracté un prêt personnel pour couvrir les frais. Pendant le rétablissement de papa, je lui rendais visite tous les week-ends, apportant des provisions et aidant aux tâches ménagères. C'est lors d'une de ces visites que maman a mentionné le prochain 60e anniversaire de papa. Elle semblait stressée de ne pas pouvoir s'offrir une célébration appropriée. « Ne vous inquiétez pas, lui ai-je dit. Laissez-moi m'occuper de tout. » J'ai recherché des restaurants pendant des semaines, pour finalement choisir le Méridien, un steakhouse haut de gamme au centre-ville. J'ai réservé pour 8 personnes, arrangé les fleurs, et même coordonné avec le personnel pour un dessert d'anniversaire spécial. Le coût serait important, mais voir papa heureux après une année aussi difficile semblait valoir n'importe quel prix. Lorsque j'ai appelé pour confirmer les détails, j'ai dit à maman que je m'occuperais de la facture, mais j'ai suggéré que nous la présentions comme un cadeau de famille à papa. Je ne voulais pas qu'il se sente coupable des dépenses, surtout après tous les frais médicaux. C'est très généreux, Linda, a dit maman. Mais son ton était plat, presque plein de ressentiment. À l'époque, j'ai supposé qu'elle était simplement stressée par la santé de papa. En y repensant maintenant, j'ai réalisé que c'était le début de la fin. Le soir de l'anniversaire de papa, je suis arrivé au Méridien 30 minutes plus tôt pour confirmer les arrangements avec le personnel. Le restaurant était élégant sans être guindé, avec un éclairage chaleureux et des meubles en acajou riches. J'avais demandé une salle à manger privée, et l'hôtesse m'a conduite vers une belle section d'angle avec des fenêtres du sol au plafond surplombant la ville. Des fleurs fraîches décoraient la table exactement comme je l'avais arrangé. Le sommelier s'est approché pour discuter des sélections de vins, et j'ai choisi une bouteille de Bordeaux préférée de papa, malgré son prix de 80 €. Tout devait être parfait. Ma famille est arrivée ensemble, une unité coordonnée dont j'étais toujours séparé d'une manière ou d'une autre. Papa avait l'air distingué dans le blazer bleu marine que je lui avais acheté pour Noël, sa couleur bien meilleure qu'elle ne l'avait été quelques mois plus tôt. Maman portait sa plus belle robe, la Bordeaux avec les boutons de perles, et avait clairement passé du temps sur ses cheveux et son maquillage. Tom est arrivé avec sa femme Sarah et leurs 2 enfants, Emma, 8 ans, et Jake, 6 ans. Il avait pris du poids depuis ses jours de football, mais portait toujours cette confiance désinvolte qui avait toujours fait de lui le favori de maman. Sarah était parfaitement apprêtée comme toujours, avec son sac à main de créateur et ses ongles manucurés, soutenue par le salaire de cadre moyen de Tom dans la compagnie d'assurance. Gary est venu seul, ayant rompu avec sa dernière petite amie le mois précédent. À 26 ans, il se cherchait encore, travaillant à temps partiel dans un magasin d'articles de sport tout en poursuivant sa carrière musicale. Son charme était toujours intact, faisant rire tout le monde quelques minutes après s'être assis. Puis il y avait moi, Linda, 28 ans, et célibataire après que ma relation avec Marcus se soit terminée il y a 3 mois. Il avait dit que j'étais trop concentré sur les problèmes des autres pour prêter attention à notre relation. À l'époque, j'avais été en colère contre son égoïsme. Maintenant, assis seul pendant que mes frères avaient leur famille, ses paroles piquaient avec une vérité inconfortable. « Linda, cet endroit est chic », s'est exclamé Gary en regardant autour du restaurant. « Ça doit coûter une fortune à quelqu'un. » « C'est le 60e anniversaire de papa », j'ai répondu simplement. « Il mérite quelque chose de spécial. » L'expression de maman se contracta presque imperceptiblement. « Eh bien, certains d'entre nous croient qu'il faut vivre dans ses moyens. » Le commentaire ressemblait à une petite pique, mais je l'ai ignoré. Ce soir était pour papa, pas pour l'humeur dans laquelle maman était. Alors que nous nous installions à nos places, j'ai remarqué que maman se positionnait à l'extrémité opposée de la table par rapport à moi. Papa était assis en tête, rayonnant de bonheur d'avoir toute sa famille réunie. Les enfants bavardaient avec enthousiasme des serviettes en tissu fantaisie et des multiples fourchettes à chaque endroit. Le serveur s'est approché avec les menus, et j'ai attiré son regard, en lui faisant un léger signe de tête. Nous avions convenu plutôt qu'il s'occuperait discrètement de la facture le moment venu. J'avais déjà fourni mes informations de carte de crédit pour éviter tout moment gênant concernant le paiement. Devrions-nous commencer par du vin ? Ai-je suggéré, sachant que papa apprécierait le geste. Du vin, ça sonne parfait, a convenu papa, ses yeux plissés de joie. C'est tellement agréable d'avoir tout le monde réuni comme ça.
Mais au fur et à mesure que la soirée progressait, j'ai commencé à remarquer que les commentaires de maman devenaient plus pointed. Quand j'ai mentionné ma récente promotion au poste d'analyste senior, elle a fait remarquer, ça doit être agréable d'avoir tout cet argent supplémentaire à dépenser. Quand les entrées sont arrivées et que j'ai suggéré que nous en commandions quelques-unes à partager, elle a ajouté, je suppose que quand on est célibataire sans vraie responsabilité, on peut se permettre d'être généreux. Chaque commentaire était prononcé avec un sourire, enveloppé dans un langage qui pouvait être interprété comme une observation innocente, mais le message sous-jacent était clair. On me critiquait pour la stabilité financière même qui soutenait la famille depuis des années. Papa semblait inconscient des sous-entendus, perdu dans son bonheur à la célébration. Tom et Gary riaient aux remarques de maman, les traitant comme des taquineries familiales bien intentionnées. Mais j'ai ressenti chacune d'elles comme une petite coupure, l'effet cumulatif se transformant en quelque chose de beaucoup plus douloureux. Quand le plat principal est arrivé, la conversation s'est tournée vers les souvenirs de famille, chacun partageant des histoires sur la vie et les réalisations de papa. Cela aurait dû être réconfortant, mais les commentaires de maman ont continué à empoisonner l'atmosphère pour moi. Quand Tom a raconté une histoire sur papa lui apprenant à conduire, maman a ajouté, il était toujours si patient avec les garçons. Les filles sont différentes cependant, plus compliquées. Quand Gary a partagé un souvenir de papa venant à ses concerts au lycée, elle a dit, ton père a toujours trouvé le temps pour ce qui comptait vraiment. Tout le monde n'apprécie pas ce genre de dévouement. J'ai essayé de partager mes propres souvenirs, mais chaque tentative était soit ignorée, soit transformée en critique. Quand j'ai mentionné que papa avait conduit 4 heures pour ma remise de diplôme universitaire, maman a répondu, eh bien, il se sentait obligé. Tu étais toujours si exigeante de son attention. Le vin coulait à flot maintenant, et à chaque verre, la retenue de maman semblait diminuer. Ses commentaires devenaient plus directs, moins déguisés en observations fortuites. Linda pense toujours qu'elle sait mieux, a-t-elle dit quand j'ai suggéré que nous commandions un dessert. Ça doit venir du fait qu'elle passe trop de temps avec les chiffres au lieu des gens. Tom a ri. Elle a toujours été la sérieuse. Tu te souviens comment elle faisait des tableaux de dépenses pour sa propre allocation? J'avais 10 ans, j'ai dit calmement, sentant mes joues brûler de honte. Même alors, elle était obsédée par l'argent, a ajouté Gary. Pensant apparemment qu'il était drôle, j'ai regardé autour de la table, voyant soudainement la dynamique clairement. J'étais l'étrangère, celle qu'il pouvait se moquer en toute sécurité parce que je n'avais jamais riposté. La responsable, la fiable, celle qui payait tout en étant traitée comme la blague de la famille. Papa a dû sentir mon malaise, car il a essayé de rediriger la conversation. Linda s'est très bien débrouillée. Nous sommes fiers de son succès, mais maman n'avait pas fini. Le succès, a-t-elle répété comme si le mot avait un goût amer. Je suppose que c'est une façon de le voir, cependant. J'ai toujours cru qu'il y avait plus dans la vie que de simplement gagner de l'argent. L'implication était claire. J'étais superficiel, matérialiste, passant à côté de ce qui comptait vraiment. Ceci de la part de la femme dont j'avais payé les factures médicales, dont j'avais aidé avec l'hypothèque, dont les dîners de famille je finançais actuellement. J'ai senti ma patience commencer à s'effilocher, mais j'ai gardé le silence. C'était l'anniversaire de papa. Je ne le gâcherai pas en commençant une dispute. Le serveur s'est approché avec la carte des vins, demandant si nous voulions une autre bouteille. J'étais sur le point d'accepter quand maman a pris la parole. Oh, je pense que nous en avons eu assez. Certains d'entre nous doivent travailler demain. Elle m'a regardé directement. Bien que, je suppose que quand on gagne assez d'argent, on peut se permettre de prendre du temps libre quand on veut. Ce n'était même pas vrai. Je travaillais plus d'heures que quiconque dans mon cabinet, assumant des projets supplémentaires pour faire avancer ma carrière et maintenir le revenu qui soutenait non seulement moi-même, mais aussi de plus en plus ma famille. En fait, je travaille 60 heures par semaine, ai-je dit, essayant de garder la voix calme. La promotion s'est accompagnée de responsabilités supplémentaires. 60 heures, s'est exclamé Tom. Pas étonnant que tu sois toujours célibataire. Qui a le temps d'avoir une relation en travaillant comme ça? Sarah lui a donné un coup de coude, reconnaissant l'insensibilité du commentaire, mais le mal était fait. La rupture avec Marcus était encore fraîche, et le fait qu'on me le jette à la figure lors d'un dîner de famille semblait particulièrement cruel. Maman a saisi l'occasion. C'est exactement ce que je veux dire. Linda est tellement concentrée sur sa carrière.
Elle passe à côté de ce qui compte vraiment. La famille, les relations, une vie normale. Je la fixais à travers la table. Cette femme qui m'avait élevé, me demandant comment elle pouvait être si aveugle à l'ironie de ses mots. Je passais à côté d'une vie normale, précisément parce que j'étais si concentré à prendre soin de cette famille. Mais toujours, je n'ai rien dit. J'ai souri fermement et j'ai attrapé mon verre de vin, comptant les minutes avant que ce dîner ne soit terminé. La tension a atteint son paroxysme lorsque le serveur est arrivé avec le gâteau d'anniversaire de papa. Une riche création au chocolat avec l'inscription « Joyeux 60e anniversaire » en lettres élégantes. Le visage de papa s'est illuminé de joie sincère pendant que nous chantions. Et pendant un instant, le désagrément précédent s'est estompé. C'est l'heure des cadeaux, a annoncé Sarah, produisant un paquet soigneusement emballé de la famille de Tom. Les cadeaux étaient réfléchis, mais modestes. Tom et Sarah avaient offert à papa une belle chemise polo et un livre sur le travail du bois. Gary a présenté une photo encadrée de lui et de papa lors d'un voyage de pêche l'été dernier. Les enfants avaient fait des cartes faites à la main que papa chérissait autant que n'importe quoi d'autre. J'avais gardé mon cadeau pour la fin, à la fois parce que je voulais qu'il soit spécial et parce que j'étais nerveuse quant à la réaction de la famille. La montre avait coûté plus que tous les autres cadeaux réunis. Mais quand j'avais vu papa l'admirer dans la vitrine de la bijouterie quelques mois plus tôt, j'avais su qu'elle était parfaite. Ceci est de moi, papa, ai-je dit, faisant glisser la petite boîte en velours sur la table. Papa l'a ouverte avec soin, et son souffle s'est coupé lorsqu'il a vu l'Omega Seamaster à l'intérieur. C'était une belle pièce d'horlogerie, classique et élégante, avec un cadran bleu marine qui correspondait à son blazer préféré. Linda, a-t-il murmuré, les yeux remplis de larmes. C'est trop. Je ne peux pas accepter ça. Tu peux et tu le feras, ai-je dit fermement. Tu as travaillé dur toute ta vie, papa. Tu mérites quelque chose de beau. Il a soulevé la montre de sa boîte avec des mains respectueuses, et je l'ai aidé à l'attacher autour de son poignet. L'ajustement était parfait, et la montre avait l'air distinguée sur sa peau bronzée. C'est magnifique, a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion. Merci, ma chérie. Je la chérirai toujours. Mais en regardant autour de la table, j'ai réalisé que mon cadeau avait créé un moment inconfortable. La présence de tous les autres semblait soudain inadéquate en comparaison, et la disparité des coûts était évidente pour tous. Gary a laissé échapper un léger sifflement. Bon sang, Linda. C'est une montre sérieuse. Langage, a réprimandé Sarah automatiquement, jetant un coup d'œil aux enfants. Tom étudiait la montre avec une envie évidente. Ça a dû coûter une fortune. Peu importe le coût, ai-je dit, mais j'ai pu sentir l'humeur à la table changer. Le visage de maman s'était durci en quelque chose de froid et de calculateur. Je l'ai regardé traiter les implications de mon cadeau coûteux. Et je pouvais pratiquement voir les rouages tourner dans son esprit. Eh bien, a-t-elle dit finalement, la voix dégoulinant de fausse douceur. Je suppose que quand on n'a pas de mari ni d'enfant à charge, on peut se permettre de dépenser de l'argent pour ce que l'on veut. Le commentaire a frappé comme un coup physique. Non seulement elle diminuait mon cadeau à papa, mais elle soulignait également mon statut de célibataire et mon absence d'enfant comme des échecs personnels. Papa a essayé d'intervenir. Margaret, ça suffit. Linda m'a offert un beau cadeau, et j'en suis reconnaissant. Mais maman n'avait pas fini. Elle avait accumulé ce moment toute la soirée, et maintenant elle était prête à frapper. Oh, je suis sûr que tu es reconnaissant, Robert. Linda a toujours été très douée pour acheter l'affection. Les mots sont restés en l'air comme du gaz toxique. Tout le monde à la table comprenait l'implication que ma générosité n'était pas un amour sincère, mais une sorte de manipulation ou une tentative d'acheter l'approbation. J'ai senti mon monde basculer. C'était ma mère, la femme qui m'avait élevé, et elle suggérait que chaque sacrifice que j'avais fait pour cette famille était en quelque sorte calculé et égoïste. Ce n'est pas juste, ai-je dit calmement, la voix à peine stable. N'est-ce pas? Le masque de maman glissait maintenant, révélant quelque chose de laid en dessous. Tu jettes l'argent comme si tu nous rendais à tous une immense faveur, mais ce que tu fais vraiment, c'est te montrer, nous faire sentir petites nous les autres. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. 6 ans à envoyer de l'argent à la maison, à couvrir des factures médicales et des paiements hypothécaires et des réparations de voitures, et elle le présentait comme de la vanité. Je n'ai jamais fait sentir qui que ce soit petit,
ai-je dit, luttant pour garder la voix calme. Je voulais juste aider. Aide, a-t-elle répété d'un ton moqueur. Oui. Aide, elle a pris une autre gorgée de vin. Et je pouvais voir qu'elle était au-delà du point de se soucier des conséquences. Tu sais ce que je pense, Linda? Je pense que tu utilises l'argent pour contrôler les gens, pour te sentir importante. Le restaurant semblait s'effacer autour de nous. Les conversations des autres clients sont devenues un bruit de fond. Tout ce que j'entendais, c'était la voix de ma mère, tranchante et cruelle, coupant toutes les illusions que j'avais sur ma place dans cette famille. Papa regardait entre nous avec une inquiétude croissante. Margaret, s'il te plaît. Pas ce soir. Mais maman était au-delà de l'arrêt. Elle avait retenu ça pendant des mois, peut-être des années. Et maintenant, tout se répandait. Non, Robert, elle a besoin d'entendre ça. Linda pense qu'elle est tellement meilleure que nous tous parce qu'elle a de l'argent. Elle nous le fait peser. Elle nous fait sentir que nous devrions être reconnaissants pour chaque petite chose qu'elle fait. Je tremblais maintenant. Des années de blessures et de colère refaisaient surface. Chaque petite chose. J'ai payé la chirurgie de papa. Je couvre votre hypothèque depuis 2 ans. Je paie ce dîner en ce moment. Les mots sont sortis plus forts que je ne l'avais prévu, et j'ai remarqué d'autres clients du restaurant commencer à regarder dans notre direction. Les yeux de maman ont brillé d'une chose ressemblant à du triomphe. Elle avait réussi à me provoquer et à me faire perdre mon sang-froid lors du dîner d'anniversaire de papa. Voilà, a-t-elle dit avec satisfaction. La vérité sort. Tu comptes chaque centime, n'est-ce pas? Chaque faveur cataloguée, chaque euro dépensé nous est reproché. Ce n'est pas vrai, ai-je dit désespérément, regardant autour de la table pour obtenir du soutien. Mais Tom et Gary fixaient leurs assiettes, refusant de s'impliquer. Sarah se concentrait sur la distraction des enfants. Papa avait l'air angoissé mais paralysé. Maman s'est penchée en avant, sa voix baissant en un murmure vicieux qui portait d'une manière ou d'une autre plus de poids que de crier. Tu veux savoir ce que je pense vraiment, Linda? Je pense que tu es pathétique. Une femme seule et aigrie qui ne peut pas acheter l'amour qu'elle n'a jamais gagné naturellement. Les mots me frappaient comme des coups physiques, mais elle n'avait pas fini. Tu t'assois là dans tes vêtements chers, exhibant ton argent, pensant que cela te rend spécial. Mais tu sais quoi? Tu ne fais même pas partie de cette famille. Elle a dit les derniers mots avec un rire cruel, comme si l'idée même de mon appartenance était absurde. Le restaurant est tombé dans le silence autour de notre table. Même le bruit ambiant semblait disparaître alors que ces mots résonnaient dans mon esprit. Tu ne fais même pas partie de cette famille. Tout s'est arrêté. Mon cœur, ma respiration, ma capacité à penser clairement. La femme qui m'avait donné naissance, qui m'avait élevé pendant 18 ans, venait de déclarer que je n'appartenais pas. Le temps semblait suspendu à ce moment-là, après les mots de maman. Je pouvais entendre les battements de mon cœur dans mes oreilles. Je pouvais sentir le sang se retirer de mon visage alors que l'impact total de ce qu'elle avait dit me frappait. Tu ne fais même pas partie de cette famille. Autour de la table, tout le monde s'était immobilisé. Le visage de papa était livide, la bouche légèrement ouverte de stupeur. Tom et Gary fixaient maman avec des expressions d'incrédulité. Sarah avait les mains sur les oreilles d'Emma, essayant de protéger les enfants de la laideur qui se déroulait devant eux, mais maman semblait satisfaite, presque triomphante. Elle avait enfin dit ce qu'elle pensait apparemment depuis des années, et le soulagement sur son visage était indéniable. La rage qui s'est accumulée en moi était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. Elle a commencé comme un œuf froid dans mon estomac et s'est propagée vers l'extérieur comme un feu, consommant toute pensée rationnelle. 6 ans de sacrifice, de faire passer les besoins de ma famille avant les miens, de travailler 60 heures par semaine pour soutenir des gens qui me considéraient comme une étrangère. J'ai pensé à mon petit studio meublé de meubles d'occasion parce que j'envoyais de l'argent à la maison au lieu de construire une vraie vie pour moi-même. J'ai pensé à Marcus, qui était parti parce que j'étais toujours stressé par les crises financières familiales, choisissant toujours leurs besoins avant notre relation. J'ai pensé à la montre au poignet de papa, achetée avec l'argent que j'avais gagné grâce à d'innombrables nuits blanches et projets de week-end. J'ai pensé aux factures médicales que j'avais payées sans hésitation, aux paiements hypothécaires que j'avais couverts sans me plaindre, à la dette de carte de crédit que j'avais contractée pour maintenir cette famille à flot, et j'ai pensé à m'asseoir seul dans ce restaurant,
l'étrangère au dîner d'anniversaire de mon propre père, à qui on disait que je ne faisais même pas partie de la famille que je soutenais. La clarté qui est venue avec la rage était presque cristalline. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai vu ma dynamique familiale avec une honnêteté parfaite et douloureuse. Je n'étais pas la fille bien-aimée qui aidait occasionnellement. J'étais le distributeur de billets de la famille, valorisé uniquement pour ce que je pouvais fournir. Même détesté pour cela. Maman me regardait, attendant ma réaction. Peut-être s'attendait-elle à des larmes ou à une explosion de colère qui lui permettrait de me qualifier de déséquilibré. Peut-être pensait-elle que je m'excuserais, que j'essaierais de faire la paix comme je l'avais toujours fait auparavant. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon verre de vin d'une main ferme. L'action semblait la surprendre. J'ai pu voir une confusion traverser son visage alors que je levais le verre, le tenant à hauteur des yeux comme pour porter un toast. « Parfait », ai-je dit, ma voix calme et claire malgré le chaos qui faisait rage en moi. Alors ne me demandez plus d'argent. Les mots sont tombés dans le silence comme des pierres dans de l'eau calme, créant des remous de choc qui se sont propagés sur chaque visage à la table. L'expression de maman a changé instantanément. La satisfaction triomphante a disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la panique. Pour la première fois, elle semblait comprendre les implications de ce qu'elle venait de dire. « Linda » a-t-elle commencé, mais j'ai levé ma main libre pour l'arrêter. « Non, maman. Tu as absolument raison. Si je ne fais pas partie de cette famille, alors je n'ai aucune obligation envers cette famille. » J'ai pris une gorgée de vin, savourant à la fois le goût et l'alarme croissante sur le visage de ma mère. Papa a retrouvé sa voix en premier. « Linda, ma chérie, ta mère ne voulait pas dire ça. Elle est juste bouleversée par quelque chose. Ce n'est pas ce que aucun de nous ne veut. » Mais je regardais maman, observant la couleur quitter ses joues alors qu'elle commençait à calculer ce que mes mots signifiaient. « Tu ne le pensais pas, maman » ai-je demandé avec une douceur trompeuse. « Parce que tu avais l'air de le penser. Tu avais l'air de le penser depuis longtemps. » Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. J'ai continué, ma voix devenant plus forte à chaque phrase. « Parce que si je ne fais pas partie de cette famille, alors je devrais probablement arrêter d'agir comme si je l'étais. Je devrais arrêter de payer pour des dîners de famille comme celui-ci. Je devrais arrêter de couvrir les paiements hypothécaires et les factures médicales et les réparations de voitures. » Tom et Gary regardaient alternativement maman et moi, commençant enfin à comprendre l'ampleur de mes contributions financières à la famille. Je devrais probablement arrêter de prendre des appels à minuit quand quelqu'un a besoin d'argent d'urgence, ai-je continué. Je devrais arrêter de travailler des heures supplémentaires pour couvrir les défaillances des autres. Je devrais commencer à vivre comme la personne égoïste et obsédée par l'argent que tu sembles penser que je suis. Linda, s'il te plaît. Maman a murmuré, sa voix à peine audible. Mais je n'avais pas fini. 6 ans de ressentiment refoulés s'écoulaient maintenant, et je n'aurais pas pu m'arrêter même si je l'avais voulu. Tu sais ce qui est drôle, maman? Tu as raison sur une chose. Je suis l'argent, oui. Alors, laissez-moi partager quelques chiffres avec tout le monde. J'ai regardé autour de la table, en établissant un contact visuel avec chaque membre de la famille, à tour de rôle, 18 000 € pour les factures médicales de papa, 12 000 € en paiements hypothécaires au cours des 2 dernières années. 8 000 € pour la voiture de Tom lorsqu'elle a été saisie. 6 000 € pour les frais de scolarité du lycée technique local de Gary qu'il n'a jamais terminé. 4 000 € pour le nouveau toit. 3 000 € pour la réparation de la chaudière l'hiver dernier. Avec chaque chiffre, le visage de maman pâlissait, et les expressions de mes frères devenaient plus choquées. Ce dîner ce soir, 350 €, vin et pourboire compris, le tout payé par quelqu'un qui ne fait même pas partie de la famille. Le silence dans le restaurant était complet maintenant. Même les autres clients avaient arrêté leur conversation, sentant le drame se dérouler à notre table. Maman a de nouveau essayé, sa voix désespérée. Linda, j'étais juste bouleversé. Je ne voulais pas vraiment dire, tu le pensais, ai-je dit fermement. Et tu sais quoi? Tu as raison. J'ai essayé d'acheter l'amour, d'essayer de gagner ma place dans cette famille avec de l'argent. Mais on ne peut pas acheter quelque chose qui n'a jamais été à vendre. Je me suis levé lentement, mes jambes étonnamment stables malgré le tremblement émotionnel que je vivais. Le restaurant autour de nous est resté silencieux, les autres clients prétendant ne pas regarder,
tout en étant clairement captivé par le drame familial qui se déroulait à notre table. « Où vas-tu » a demandé papa, la panique montant dans sa voix. « Je rentre à la maison » ai-je dit simplement. « Mais d'abord, je dois m'occuper de quelque chose. » J'ai attiré le regard du serveur et lui ai fait signe de venir. Il s'est approché prudemment, clairement conscient que quelque chose d'important se passait à notre table. « Je dois apporter une modification au mode de paiement » lui ai-je dit calmement. « S'il vous plaît, retirez ma carte de crédit de la facture. » Le serveur a regardé nerveusement autour de la table, incertain de la façon de gérer la situation. « Madame, votre carte est déjà enregistrée pour tout le dîner. Alors s'il vous plaît, retirez-la et apportez des notes séparées pour tout le monde, ai-je dit fermement. Le visage de maman est passé de pâle à livide. « Linda, ne sois pas ridicule. Nous pouvons régler ça. » Mais je retirais déjà mon portefeuille de mon sac à main, retirant la carte de crédit que j'avais prévu d'utiliser pour la célébration familiale. Le serveur l'a prise avec hésitation, clairement mal à l'aise avec la tension émanant de notre table. « En fait, ai-je dit, reconsidérant. Apportez juste mon chèque séparément. Tout le monde peut se débrouiller pour partager le leur. » Les implications de mes paroles ont frappé la table comme une force physique. Il ne s'agissait pas seulement d'un dîner. Il s'agissait de la fin de mon soutien financier, de la fin de mon rôle de filet de sécurité familiale. Tom a été le premier à vraiment comprendre. « Linda, attends. Parlons-en. Maman a dépassé les bornes, mais nous pouvons régler ça. » « Pouvons-nous » ai-je demandé, me tournant pour lui faire face. « Parce que je ne pense pas que cela soit arrivé ce soir, Tom. Je pense que c'est comme cela que vous avez tous ressenti pendant longtemps. » Gary calculait frénétiquement dans sa tête, probablement en essayant de calculer combien d'argent je lui avais contribué au fil des ans. Son travail à temps partiel au magasin d'articles de sport couvrait à peine son loyer, sans parler de ses autres dépenses. « Allez, Linda, a-t-il dit, forçant un rire qui sonnait creux. Nous sommes une famille. Les familles se disputent parfois, ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire, ai-je répondu. Ça veut dire que je comprends enfin où je me situe avec vous tous. Papa essayait désespérément de sauver la situation. Ta mère a été sous beaucoup de stress ces derniers temps. Les factures médicales, le rétablissement, tous les changements. Elle ne pense pas clairement. Papa, ai-je dit doucement, mon cœur se brisant un peu face à la douleur dans ses yeux. Les factures médicales que j'ai payées, le stress de l'argent que j'ai couvert pendant des années. Maman n'est pas bouleversée par la pression financière. Elle est bouleversée par mon existence. J'ai regardé directement maman, qui fixait ses mains, incapable de croiser mon regard. N'est-ce pas, maman? Tu as détesté chaque euro que j'ai envoyé, chaque facture que j'ai payée, chaque fois que j'ai aidé cette famille. Pas parce que tu n'avais pas besoin d'aide, mais parce que le fait d'en avoir besoin te faisait te sentir petite. Quand elle a finalement levé les yeux, il y avait des larmes dans ses yeux, mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Le temps de la sympathie était passé quand elle avait déclaré que je ne faisais pas partie de la famille. Tu veux savoir quel est le vrai problème? Ai-je continué. Ce n'est pas que j'ai de l'argent. C'est que j'ai de l'indépendance. C'est que j'ai construit une vie pour moi-même au lieu de me marier et d'avoir des bébés comme tu penses que je devrais l'avoir fait. C'est que j'ai réussi d'une manière qui te met mal à l'aise. Ce n'est pas vrai, a-t-elle murmuré. N'est-ce pas? Parce que de là où je me tiens, il semble que tu me punisses pour ne pas avoir correspondu à ta vision de ce que devrait être une fille. Le serveur est revenu avec des notes séparées, plaçant la mienne discrètement à côté de mon assiette et posant la facture restante au centre de la table. Le montant était important. Je pouvais voir, d'après les expressions sur les visages de mes frères en apercevant le total. Je ne peux pas me permettre ça, a dit Gary calmement. La réalité de la situation s'installant. Nous non plus, a ajouté Tom, regardant Sarah avec une panique croissante. Pas avec les dépenses des enfants et tout le reste, papa a tendu la main vers son portefeuille. Mais je pouvais voir, d'après son expression, qu'il calculait si son revenu fixe pouvait couvrir une facture de dîner imprévue de 300 €. C'est exactement ce que je veux dire, ai-je dit, sortant assez d'argent pour couvrir ma part, plus un généreux pourboire. Pendant 6 ans, j'ai été la solution à des problèmes comme ceux-ci. Eh bien, je ne fais pas partie de la famille,
donc ce n'est plus mon problème. Maman pleurait ouvertement maintenant. Le mascara lui coulait sur les joues. Linda, s'il te plaît. J'ai eu tort de dire ce que j'ai dit. J'étais en colère et j'ai eu un accès de colère. Mais tu ne peux pas abandonner ta famille pour une seule erreur. Une erreur? Ai-je répété avec incrédulité. Maman, ce n'était pas une seule erreur. C'était toi disant enfin ce que tu pensais depuis le début. J'ai posé mon argent sur la table et j'ai ramassé mon sac à main. Le poids de 6 ans d'obligations familiales s'enlevait de mes épaules, me laissant un sentiment à la fois plus léger et plus seul que jamais. Je veux que vous compreniez tous quelque chose, ai-je dit, en regardant une dernière fois autour de la table. Je n'ai jamais dépensé d'argent pour me montrer ou pour faire sentir qui que ce soit petit. J'ai aidé parce que je vous aimais, parce que je pensais que c'était ce que la famille faisait les uns pour les autres. Mais l'amour doit aller dans les deux sens. Papa s'est levé, attrapant mon bras. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. C'est mon anniversaire. Nous pouvons arranger ça. Je l'ai serré doucement, respirant son parfum familier. Joyeux anniversaire, papa. J'espère que la montre te procurera de la joie pendant de nombreuses années. Linda, a-t-il imploré. Je t'aime, papa. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant que le fait d'envoyer de l'argent à la maison équivaut à être aimé en retour. J'ai embrassé sa joue et j'ai reculé. Ma décision était définitive. J'espère que vous trouverez tous comment payer le dîner, ai-je dit à la table en général. Et j'espère que vous trouverez aussi comment payer tout le reste. Sur ces mots, je me suis éloigné de la table, traversé le restaurant, passé les regards curieux des autres clients, et sorti dans l'air frais du soir. Pour la première fois en 6 ans, j'étais vraiment libre. Le trajet de retour était surréaliste. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité ou du regret d'être parti du dîner d'anniversaire de papa, mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je reconnaissais à peine. Du soulagement. Un soulagement pur et accablant d'avoir enfin défendu mes propres droits. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'atteigne mon appartement. Le numéro de papa est apparu à l'écran, puis celui de Tom, puis celui de Gary. Je les ai tous laissés aller en messagerie vocale. Quoi qu'ils aient à dire pouvait attendre que j'aie traité ce qui venait de se passer. Mon appartement studio semblait différent quand j'y suis entré. Les mêmes meubles d'occasion, le même espace exigu, mais d'une manière ou d'une autre, il ressemblait plus à un chez-soi qu'il ne l'avait jamais fait. C'était mon espace, payé avec mon argent, décoré avec mes choix. Aucune obligation familiale ne pesait sur chaque décision. Je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon petit canapé, me permettant enfin d'absorber pleinement les événements de la soirée. 6 ans de soutien financier s'étaient terminés par une phrase de ma mère. 6 ans de sacrifice, de faire passer les besoins de ma famille avant les miens, dénoncés comme de l'égoïsme et de l'exhibitionnisme. Le téléphone a sonné à nouveau. Le numéro de maman cette fois. Je l'ai regardé pendant plusieurs sonneries avant de refuser l'appel. Le message vocal a commencé à s'accumuler rapidement. Le premier message de papa était désespéré, suppliant, « Linda, ma chérie, s'il te plaît, rappelle-moi. Ta mère est plus que bouleversée. Elle sait qu'elle a fait une terrible erreur. Nous pouvons arranger ça. S'il te plaît, ne laisse pas une mauvaise soirée détruire notre famille. » Le message de Tom était plus pratique, plus paniqué. « Linda, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais nous devons en parler. Je n'avais aucune idée que tu couvrais autant les dépenses de maman et papa. Nous devons régler cette situation. » Le message de Gary était plus court, plus émotionnel. « J'ai merdé, Linda. Nous tous. Je n'avais jamais réalisé tout ce que tu faisais pour nous tous. S'il te plaît, rappelle-moi. » Mais c'est le message de maman qui a révélé le plus. « Linda, je sais que tu es en colère et tu as toutes les raisons de l'être. J'ai dit des choses terribles ce soir, des choses que je ne voulais pas dire. Mais s'il te plaît, nous devons parler. Les factures de chirurgie de ton père ne sont pas les seules dettes que nous avons. Nous devons de l'argent sur la maison, sur les voitures, sur les cartes de crédit que nous avons utilisées pour les dépenses courantes. Sans ton aide, je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. S'il te plaît, ma chérie, je suis désolé. » J'ai écouté ce message 3 fois, chaque écoute révélant de nouvelles couches de manipulation.
Même dans ses excuses, maman se concentrait sur ce que le retrait de mon soutien leur coûterait, pas sur la douleur que ces mots m'avaient causée. Les jours suivants ont été marqués par un flux constant d'appels téléphoniques, de messages textes et de mails. Papa appelait chaque matin et soir, sa voix devenant plus tendue à chaque message. Tom et Gary ont tour à tour essayé différentes approches. La culpabilité, la colère, la négociation, la supplication. Mais c'est le silence de maman qui parlait le plus fort. Après ce premier message vocal désespéré, rien. Pas d'excuses, pas de tentative de réparation, pas de reconnaissance de la douleur qu'elle m'avait causée. Son silence confirmait ce que je suspectais. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait dit, seulement désolée pour les conséquences. Une semaine après le dîner, j'ai pris une décision qui aurait été impensable avant la déclaration de maman. J'ai réservé des vacances à Hawaï, quelque chose que je remettais à plus tard depuis des années car il y avait toujours une crise financière familiale qui nécessitait mon attention. L'agent de voyage a été surprise par la rapidité avec laquelle j'ai pris des décisions. Vol en première classe, hôtel avec vue sur l'océan, forfait spa complet. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je dépensais de l'argent pour moi-même sans calculer comment cela affecterait mon budget de soutien familial. C'est une belle dépense, a commenté l'agent pendant qu'elle traitait ma carte de crédit. Je célèbre mon indépendance, lui ai-je dit. Les vacances ont été une révélation. 10 jours de plage, de soins de spa et de haute gastronomie, 10 jours sans consulter mon téléphone chaque heure pour des appels d'urgence financiers de la maison. J'ai lu des romans sur la plage, fait des promenades au coucher du soleil le long du rivage, eu des conversations avec des inconnus qui ne savaient rien de mes obligations familiales. Dans l'avion du retour, je me sentais comme une personne différente, bronzée, détendue, et surtout, confiante en ma valeur en tant qu'individu plutôt qu'en tant que ressource financière. La transformation n'a pas échappé à mes collègues au travail. Ma patronne, Jennifer, a commenté mon amélioration de concentration et d'énergie lors de notre prochaine réunion d'équipe. Quoi que vous ayez fait pendant vos vacances, continuez, a-t-elle dit. Votre performance a été exceptionnelle depuis votre retour. Il s'est avéré que ne pas être constamment stressé par les finances familiales était bon pour ma carrière. Qui l'aurait cru? 3 mois après le dîner d'anniversaire de papa, les pleines conséquences de mon retrait du soutien financier familial sont devenues évidentes. Les appels téléphoniques avaient continué, devenant plus désespérés à mesure que les factures arrivaient, et la famille s'est rendue compte que je ne bluffais pas sur la fin de mon soutien. Le premier appel de papa est arrivé lorsque le paiement de l'hypothèque était dû. Sa voix était tremblante, plus âgée d'une certaine manière. Linda, je déteste demander, mais nous manquons d'argent pour le paiement de la maison ce mois-ci. Pourrais-tu nous aider une dernière fois? Je sais que les choses se sont mal terminées au dîner, mais il s'agit de garder un toit au-dessus de nos têtes. J'ai écouté le message entier 2 fois avant de le supprimer. La vieille Linda aurait immédiatement transféré de l'argent, aurait travaillé des heures supplémentaires pour couvrir le manque. La nouvelle Linda reconnaissait la manipulation quand elle l'entendait. Tom a appelé lorsque sa propre maison de cartes financières a commencé à s'écrouler. Apparemment, il comptait sur mon soutien continu plus que je ne le pensais. Linda, je ne sais pas comment dire ça, mais je vais peut-être perdre ma voiture. Je suis en retard sur les paiements depuis des mois, et je comptais pouvoir te demander de l'aide comme toujours. Je sais que maman a dépassé les bornes, mais tu ne peux pas me punir pour ce qu'elle a dit. Mais je ne punissais personne. Je n'habilitais simplement plus une dynamique dysfonctionnelle qui nous avait tous fait du mal. La situation de Gary était la plus prévisible. Sans mon soutien financier, son revenu à temps partiel ne pouvait pas soutenir son style de vie. Il avait été expulsé de son appartement et vivait chez des amis. Je comprends, d'accord, disait son message vocal. Tu es en colère contre maman, et tu devrais l'être, mais je suis sur le point d'être sans abri, Linda. Je suis ton frère. Est-ce que ça ne signifie rien? Cela signifiait tout, c'est exactement pourquoi je ne pouvais pas continuer à permettre son refus de prendre la responsabilité de sa propre vie. La conversation la plus révélatrice est venue d'une source inattendue, Sarah, la femme de Tom. Elle m'a appelé au travail un après-midi, sa voix généralement composée tendue par le stress. Linda, je dois que tu comprennes quelque chose. Tom me ment sur nos finances depuis des années. Je pensais que nous allions bien, mais apparemment il comptait sur l'argent de toi pour couvrir les dépenses de base. Je n'en avais aucune idée. Je suis désolé, Sarah.
Je n'ai jamais voulu que mon soutien crée des problèmes dans votre mariage. Ce n'est pas pour ça que j'appelle, a-t-elle dit fermement. J'appelle parce que je pense que tu as fait la bonne chose en te retirant. Tom doit apprendre à gérer ses propres responsabilités. Nous le devons tous les deux. Ces mots signifiaient plus pour moi qu'elle ne pouvait le savoir. Enfin, quelqu'un dans ma famille reconnaissait que mon retrait n'était pas de la cruauté, mais une nécessité. Comment les enfants gèrent-ils tout cela? Ai-je demandé, sincèrement inquiète pour Emma et Jake. Ils vont bien. Mieux que bien, en fait. Tom passe plus de temps avec eux depuis qu'il ne peut plus sortir avec ses amis autant. Un point positif, je suppose. La conversation avec Sarah m'a donné l'espoir que quelque chose de bon pourrait sortir de cette situation difficile. Mais le changement le plus important fut en moi. Libéré du fardeau constant des obligations financières familiales, je prospérais d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mes performances professionnelles se sont considérablement améliorées, conduisant à une autre promotion et à une augmentation significative de mon salaire. J'ai commencé à fréquenter à nouveau, rencontrant des gens par le biais du travail et des activités sociales au lieu d'être trop stressé et fatigué pour les relations. La différence était remarquable. Sans le souci constant des crises familiales, j'étais plus présente, plus engagée, plus capable de nouer des liens authentiques. J'ai également commencé une thérapie, quelque chose que je remettais à plus tard depuis des années car j'étais trop occupé à régler les problèmes des autres pour aborder les miens. Le docteur Patricia Chen est devenu un guide inestimable pour m'aider à comprendre la dynamique familiale qui avait façonné ma vie d'adulte. Tu as fonctionné comme l'enfant parentifié, m'a-t-elle expliqué lors d'une de nos séances. Tu as assumé des responsabilités adultes et des fardeaux émotionnels qui n'étaient pas les tiens. Le ressentiment de ta mère provient probablement du fait que ta compétence a mis en évidence ses propres sentiments d'inadéquation. La perspicacité était à la fois douloureuse et libératrice. J'ai commencé à comprendre que la cruauté de maman n'était pas liée à mes échecs, mais à ses propres insécurités et aux dynamiques de pouvoir au sein de notre système familial. 4 mois après le dîner, papa a finalement appelé avec un message différent. Linda, je dois te dire quelque chose. Ta mère et moi allons en thérapie. Elle travaille sur certains problèmes liés à l'estime de soi et aux dynamiques familiales. Elle veut s'excuser auprès de toi correctement quand tu seras prête à l'entendre. J'ai apprécié le message de papa, mais je n'étais pas encore prête. La blessure était encore trop vive. Les schémas trop ancrés. Un vrai changement prendrait du temps pour faire ses preuves. 6 mois après ce dîner d'anniversaire fatidique, maman a finalement tendu la main avec une lettre plutôt qu'un appel téléphonique. Les pages manuscrites sont arrivées un mardi après-midi, et j'ai laissé sur le comptoir de ma cuisine pendant 3 jours avant de trouver le courage de les lire. Chère Linda, commençait la lettre. Je sais que je n'ai pas le droit d'espérer que tu lises ceci, encore moins que tu y répondes, mais je dois essayer d'expliquer, plus important encore, de m'excuser pour les terribles choses que je t'ai dites. La lettre faisait 5 pages, détaillant le parcours de maman à travers la thérapie et sa compréhension croissante de la façon dont ses propres insécurités avaient empoisonné notre relation. Elle a écrit sur le sentiment d'inadéquation en tant que mère, surtout par rapport à ce qu'elle considérait comme ma compétence et mon succès. J'étais jalouse de toi, a-t-elle admis, jalouse de ton indépendance, de ton succès, de ta capacité à résoudre des problèmes qui nous laissaient ton père et moi impuissants. Au lieu d'être fière de la femme forte que j'avais élevée, je te détestais d'être tout ce que je ressentais ne pas être. Elle a reconnu les années de soutien financier que j'avais fourni et le sacrifice que cela avait exigé. Je sais maintenant que chaque euro que tu envoyais à la maison représentait des heures de ta vie, des opportunités que tu avais renoncées, des rêves que tu avais différés. Au lieu d'être reconnaissante, j'étais pleine de ressentiment. J'ai transformé ta générosité en une arme contre toi, et je ne me pardonnerai jamais pour cela. L'excuse semblait sincère, mais c'était sa reconnaissance des dommages qui signifiait le plus. Je sais que je ne peux pas reprendre ce que j'ai dit. Je sais que je ne peux pas annuler les années où je t'ai fait sentir que ton amour n'était pas suffisant, mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Tu n'as jamais essayé d'acheter notre amour. Tu essayais de montrer le tien. Elle a terminé la lettre par une promesse plutôt qu'une supplication. Je ne m'attends pas au pardon. Je ne m'attends pas à ce que tu reviennes à la façon dont les choses étaient. Mais je te promets que si jamais tu décides de me donner une autre chance, je passerai le reste de ma vie à essayer d'être la mère que tu méritais depuis toujours. J'ai lu la lettre plusieurs fois sur plusieurs jours.
Chaque lecture révélait de nouvelles couches de signification et d'émotion. En thérapie, le docteur Chen m'a aidé à traiter mes sentiments concernant les excuses de maman et ce que cela pourrait signifier pour notre future relation. Les excuses sont importantes, a-t-elle dit, mais ce n'est que le début. Le vrai changement nécessite des efforts soutenus et une modification du comportement au fil du temps. J'ai décidé de lui répondre, mais j'ai gardé ma réponse brève et dans des limites claires. Maman, j'ai reçu ta lettre et j'apprécie ton honnêteté concernant la thérapie et tes perspicacités. Je suis heureuse que tu travailles à comprendre ces schémas. Cependant, j'ai besoin de plus de temps avant d'être prête à reconstruire notre relation. Quand je serai prête, ce devra être une dynamique complètement différente de celle que nous avions auparavant. Je n'ai pas mentionné l'argent ni le soutien financier. Cette conversation viendrait plus tard, si jamais elle venait. Pendant ce temps, ma vie a continué à s'améliorer de manière inimaginable. La promotion au travail s'est accompagnée d'opportunités de voyager et de diriger des projets majeurs. J'ai été présenté dans un magazine de l'industrie de la finance comme une étoile montante, quelque chose qui aurait été impossible quand j'étais constamment distraite par les crises familiales. Ma vie amoureuse a également prospéré. J'ai rencontré David lors d'une conférence professionnelle et notre relation s'est développée naturellement sans l'interférence des urgences financières familiales. C'était un cadre marketing avec sa propre carrière exigeante, et il comprenait mes ambitions professionnelles d'une manière que Marcus n'avait jamais fait. Tu sembles si ancré, a commenté David après que nous ayons eu 2 mois de rendez-vous. Comme si tu savais vraiment qui tu es et ce que tu veux. Je ne m'étais jamais vu de cette façon auparavant, mais il avait raison. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais selon mes propres priorités au lieu de réagir constamment aux crises des autres. La situation financière de la famille a continué à se détériorer sans mon soutien. Mais cela a également forcé tout le monde à apporter des changements longtemps attendus. Papa a assumé un travail de consultation pour compléter son revenu de retraite. Tom a finalement eu des conversations honnêtes avec Sarah à propos de leurs finances et a commencé à budgétiser correctement. Gary a trouvé un emploi à temps plein et a emménagé dans un appartement plus petit et plus abordable. Était-il en difficulté? Oui. Mais ils grandissaient aussi, apprenant à assumer leurs propres responsabilités au lieu de compter sur moi pour résoudre leurs problèmes. Le premier contact familial après la lettre de maman est venu d'une source inattendue. Ma nièce Emma, maintenant âgée de 9 ans. Elle m'a appelé un samedi après-midi, sa jeune voix incertaine mais déterminée. Tante Linda, c'est Emma. J'appelle parce que tu me manques et je veux savoir si tu vas bien. L'innocence de son inquiétude a presque brisé mon cœur. Je vais très bien, ma chérie. Comment vas-tu? Je vais bien. Maman et papa ont expliqué que mamie t'a dit des choses méchantes et que c'est pourquoi tu ne viens plus au dîner de famille. Je voulais juste que tu saches que je t'aime. Les enfants, ai-je réfléchi souvent, comprenaient ce que les adultes rendaient compliqué. Je t'aime aussi, Emma, plus que tu ne le sais. Viendras-tu à ma fête d'anniversaire le mois prochain? Je promets que mamie sera gentille. L'invitation était touchante, mais je n'étais pas encore prête pour les réunions de famille. Je ne peux pas venir à la fête, mais que dirais-tu si nous faisions notre propre célébration, juste nous deux? Son enthousiasme était contagieux. Vraiment? Peut-on aller à cet endroit avec les gros Cinda? Absolument. Cet après-midi avec Emma a été un tournant. Elle bavardait de l'école, de ses amis et de ses derniers projets artistiques, me traitant comme la tante bien-aimée que j'avais toujours été. Elle ne se souciait pas de l'argent, des dynamiques familiales ou des complications adultes. Elle m'aimait simplement pour qui j'étais. Reviendras-tu un jour au dîner de famille? A-t-elle demandé alors que je la ramenais à la maison. Peut-être un jour, ai-je dit honnêtement. Mais certaines choses doivent changer d'abord. Comme quoi? Comme les gens doivent apprendre à se traiter avec gentillesse, même quand ils sont contrariés par d'autres choses? Elle hocha la tête solennellement. Ça a du sens. La parole des enfants. 1 an après le dîner d'anniversaire de papa, j'ai reçu un appel que j'attendais et redoutais à la fois. La voix de papa était tendue, plus âgé que ses 61 ans. Linda, je dois te dire quelque chose. Ta mère a eu une crise cardiaque hier. Elle est à l'hôpital, et les médecins disent qu'elle va s'en sortir, mais c'était grave. Mon premier réflexe a été de demander des informations sur l'assurance, sur les factures, sur le fait de savoir s'ils avaient besoin d'aide financière. Mais je me suis arrêté.
Ce n'était plus mon rôle. Je suis désolé d'apprendre ça, papa. Comment t'en sors-tu? J'ai peur, a-t-il admis. Et je n'arrête pas de penser à la façon dont les choses ont été entre nous tous cette dernière année. La vie est trop courte pour ce genre de séparation. Je suis allé à l'hôpital ce soir-là, la première fois que je voyais mes parents en 12 mois. Papa avait l'air épuisé. Des rides d'inquiétude gravaient plus profondément sur son visage, mais il s'est illuminé en me voyant, me serrant dans une étreinte féroce. Merci d'être venu, a-t-il murmuré. Maman était éveillée quand je suis entré dans sa chambre, et l'année de séparation l'avait changée autant qu'elle m'avait changé. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, plus fragile, mais aussi plus calme. Linda, a-t-elle dit doucement. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Tu es ma mère, ai-je répondu simplement. Bien sûr, je suis venu. Nous avons parlé pendant 1 heure, prudemment, en évitant les sujets qui nous avaient séparés. Elle m'a demandé de mon travail, de ma vie, de mon bonheur. J'ai demandé de son rétablissement, de ses projets, de ses besoins. Ce n'étaient pas les retrouvailles que l'un de nous aurait pu imaginer, mais c'était un début. Alors que je me préparais à partir, maman a attrapé ma main. J'ai pensé à ce que j'ai dit ce soir-là au dîner, a-t-elle dit, à propos de moi ne pas faire partie de la famille. C'était la chose la plus cruelle que j'ai jamais dite et la plus fausse. Tu ne fais pas seulement partie de cette famille, Linda. Tu en es le cœur. Des larmes ont rempli mes yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance, d'être enfin vu pour qui j'étais vraiment. Je sais, ai-je dit. Et je le savais. J'avais toujours été le cœur de la famille. La question était de savoir s'il méritait ce cœur. Je ne m'attends pas à ce que les choses reviennent comme avant, a poursuivi maman. Ce n'était pas juste pour toi, mais j'espère que nous pourrons trouver une nouvelle façon d'aller de l'avant. Au cours des mois suivants, nous avons fait exactement cela. Les dîners de famille ont repris, mais avec de nouvelles règles et dynamiques. Chacun a contribué ce qu'il pouvait, que ce soit financièrement ou par son temps et ses efforts. J'ai aidé quand j'ai choisi de le faire, pas parce que l'on attendait de moi que je résolve tous les problèmes. Maman et moi avons suivi des séances de thérapie ensemble, travaillant sur des décennies de dynamique familiale complexe. C'était un travail difficile, mais c'était aussi guérisseur. Tom et Gary ont tous deux fait des efforts pour reconstruire leur relation avec moi, reconnaissant la manière dont ils avaient pris mon soutien pour acquis. Leurs excuses sont venues avec des changements de comportement, avec un effort sincère pour être de meilleurs frères et des adultes plus responsables. 6 mois après la crise cardiaque de maman, nous avons célébré le 61e anniversaire de papa dans le même restaurant où tout s'était effondré l'année précédente. Mais cette fois, tout le monde a contribué à la facture. Cette fois, j'étais là en tant que fille bien-aimée, pas en tant que ressource financière. Alors que nous levions nos verres pour trinquer à papa, j'ai croisé le regard de maman à travers la table. Elle m'a souri, un sourire plein d'amour, de respect et d'une appréciation sincère pour la femme que j'étais devenue. À la famille, a dit papa, la voix forte et heureuse. À la famille, avons-nous tous fait écho. Mais cette fois, quand j'ai prononcé ces mots, je savais que j'appartenais vraiment à la famille que je trinquaillais. Pas à cause de ce que je pouvais fournir, mais à cause de qui j'étais. La crise cardiaque avait été un électrochoc pour nous tous. Mais surtout pour maman. Elle avait réalisé que repousser les gens qu'il aimait le plus ne protégeait pas sa fierté, cela détruisait sa famille. Ma relation avec David a continué de s'épanouir. Il avait été incroyablement solidaire pendant la crise familiale. Comprenant que parfois aimer quelqu'un signifie lui laisser de l'espace pour guérir ses autres relations. Tu es différente de quand nous nous sommes rencontrés, a-t-il observé un soir alors que nous nous promenions dans le parc près de mon appartement. Différente comment? Plus en paix avec toi-même, plus confiante en ta valeur. Il avait raison. L'année de séparation d'avec ma famille m'avait appris que ma valeur n'était pas conditionnée par ce que je pouvais faire pour les autres. J'avais de la valeur simplement pour être moi-même. Le travail continuait de bien se passer. J'avais été promu à nouveau et je dirigeais maintenant une équipe d'analystes. Les compétences en leadership que j'avais développées grâce à des années de gestion de crise familiale se sont bien traduites dans la gestion professionnelle, mais sans la manipulation émotionnelle et la culpabilité. J'avais également lancé un programme de littératie financière pour les jeunes femmes,
leur enseignant les compétences que j'avais acquises difficilement en matière de budgétisation, d'investissement et de maintien de limites financières avec la famille. C'était un travail profondément gratifiant qui donnait l'impression de transformer mes expériences douloureuses en quelque chose de positif pour les autres. La chose la plus importante à retenir, ai-je dit aux femmes de mes ateliers, c'est que le soutien financier ne devrait jamais se faire au détriment de votre bien-être émotionnel. La générosité est belle, mais pas lorsqu'elle est exploitée. Bon nombre de ces femmes ont partagé des histoires similaires à la mienne, et j'ai été étonné de voir à quel point ces dynamiques financières familiales étaient courantes. Il semblait que je n'étais pas la seule fille à qui l'on avait demandé de sacrifier sa propre sécurité financière pour la stabilité familiale. À l'approche du 2e anniversaire de ce dîner d'anniversaire, je me suis retrouvé à réfléchir à la façon dont ma vie avait complètement changé. J'étais dans une relation saine, prospérais professionnellement, financièrement stable, et surtout, en paix avec mes relations familiales. La femme qui avait quitté ce restaurant il y a 2 ans était brisée et désespérée de reconnaissance. La femme que j'étais devenue était forte, confiante et claire sur sa propre valeur. Cette croissance n'était pas venue sans coup. Il y avait eu des nuits solitaires, des conversations difficiles et des moments de doute quant à savoir si je faisais la bonne chose. Mais chaque défi avait conduit à une plus grande force, une plus grande clarté et, finalement, une plus grande paix. La dernière étape de guérison est survenue lorsque maman m'a demandé si elle pouvait assister à l'un de mes ateliers de littératie financière. « Je veux comprendre ce que tu fais », a-t-elle dit, et je veux apprendre à mieux gérer l'argent pour ne plus jamais avoir à te faire peser ce genre de fardeau. Regarder ma mère prendre des notes pendant que j'expliquais des stratégies de budgétisation et des principes d'investissement était surréaliste, mais c'était aussi profondément émouvant. Elle faisait un effort sincère pour comprendre mon monde et pour assumer la responsabilité de son propre avenir financier. Après l'atelier, elle est restée pendant que les autres participants sortaient. « Je suis fière de toi », a-t-elle dit simplement. Pas seulement pour ce que tu as accompli professionnellement, mais pour la façon dont tu t'es défendu. Tu as appris à toute notre famille à mieux aimer. Ces mots signifiaient plus pour moi que n'importe quelle somme d'argent ne pourrait jamais le faire. Maintenant, quand les gens me posent des questions sur les relations familiales et les limites financières, je leur parle de ce dîner d'anniversaire. Je leur raconte avoir quitté une famille qui prenait mon amour pour acquis et le long et difficile processus de reconstruction de ces relations sur des bases plus saines. Parfois, je dis que la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de cautionner la dysfonction, même lorsque cette dysfonction est devenue confortable pour toutes les personnes impliquées. La femme qui a levé son verre ce soir-là et a dit « Parfait, alors ne me demandez plus d'argent » n'était pas cruelle ou vindicative. Elle se défendait enfin, après 28 ans. Et ce faisant, elle s'est sauvée, elle-même et toute sa famille. Parce que le véritable amour ne consiste pas dans ce que vous pouvez fournir aux autres. Le véritable amour, c'est se voir clairement, s'accepter pleinement et se choisir librement. C'est le genre de famille que j'ai maintenant, et ça vaut plus que tout l'argent du monde. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille? Comment avez-vous trouvé le courage de donner la priorité à votre propre bien-être? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires de la vie réelle sur la famille, les relations et la découverte de votre propre force. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur ne se mesure pas à ce qu'il peut faire pour les autres. Merci d'avoir écouté mon parcours et souvenez-vous que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de vous aimer assez pour exiger un meilleur traitement. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et maintenez votre propre valeur.